écran. Voilà, bienvenue à toutes et à tous. On aurait dû être au sud de Rennes, dans le magnifique château d'Apigné ce matin. Malheureusement, évidemment, les conditions ne le permettent pas, mais sachez que le séminaire qu'on avait prévu sur toute cette journée est en fait repoussé au premier semestre 2021. On espère vraiment qu'on pourra le faire en présentiel pour pouvoir échanger ensemble et puis aussi rajouter des ateliers participatifs. Donc voilà, ce n'est que partie remise, mais déjà on vous a préparé avec le groupe d'adhérents très motivés un programme très riche ce matin, donc je vais passer très rapidement. Donc je suis Arnaud Viel, responsable des opérations ADN Ouest, et donc je suis ravi de vous retrouver ce matin. Très rapidement, vous connaissez les consignes pour passer un moment le plus agréable possible et en profiter un maximum. Donc, installez-vous bien. Un casque, un écouteur, c'est l'idéal. Vous avez surtout, en tant que participant, la possibilité d'interagir. Donc, vous avez un module conversation sur Zoom pour échanger avec les intervenants. Et puis surtout, Q&R, questions et réponses. On essaiera de répondre au fur et à mesure du webinaire à vos questions. Donc, n'hésitez pas à en poser. On essaiera d'y répondre. Voilà. Et puis, à la fin du webinaire, il y aura un klaxon qui vous permettra d'évaluer le moment que vous venez de passer. Alors, l'introduction, je suis passé trop vite, pardon. On va commencer avec l'état de l'art de la transformation de la filière agri-agro à l'heure de la troisième révolution industrielle. Donc là, vous avez un tour d'horizon très complet proposé par Guillaume Ardillon dans quelques toutes petites minutes, qui va nous faire une belle introduction et qui va être suivi par un retour d'expérience, un exemple concret de collaboration entre une coopérative et une start-up pour rendre l'agriculture plus productive et efficace. Donc, on va voir comment la data permet vraiment de modifier, d'apporter de la valeur. C'est bien l'objet de ce webinaire, à la fois pour vos entreprises et puis pour la filière agri-agro dans son ensemble. Et puis, on finira ce webinaire ce matin par un atelier collaboratif. L'idée était que, quitte à ne pas faire de séminaire, ou en tout cas repousser ce séminaire à 2021, eh bien, on s'est dit on va profiter de ce moment pour recueillir aussi vos propres enjeux clés liées à l'utilisation des data pour la filière. Et donc, tous les éléments qu'on va pouvoir partager ensemble ce matin seront utilisés pour construire et enrichir le futur séminaire de l'année prochaine. Voilà, et une petite conclusion par Christine Maucourt. Donc, je vous présente très vite l'équipe organisatrice, ou plutôt je vais donner la parole à Christine, qui était à l'origine de l'idée de ce séminaire webinaire sur cette thématique de l'agri et de l'agro. Alors, Christine. Bonjour à tous, ici Christine. Donc, j'ai copiloté effectivement avec Arnaud ce séminaire qui se transforme aujourd'hui en un webinaire beaucoup plus court qui va concentrer les choses, mais qui va donner, nous espérons, lieu à quelque chose de plus important premier semestre 2021. Donc, on a réuni autour de nous un certain nombre de personnes que vous voyez sur l'écran. Ça a été voilà, un travail d'équipe sur à quelques mois. Depuis février, on y travaille. Voilà, donc je les remercie tous d'avoir contribué sympathiquement à cette construction. Alors, on va démarrer avec l'état de l'art, comme je vous disais, une introduction effectuée par Guillaume Ardillon. Alors, bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous rejoindre par ta caméra? Oui. Le son, c'est bon. Alors, la caméra, tu as le contrôle de mon écran et tu vas être seul maître à bord. C'est parti. Alors, la caméra, c'est un peu plus compliqué. Vidéo, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Pour des raisons évidentes de débit, je vais couper la caméra, mais au moins pour le premier slide, je vais garder. Je me présente, je m'appelle Guillaume Ardillon. Je suis directeur des opérations et des technologies de Numalim, plateforme numérique de l'alimentation, dont on va parler un tout petit peu après, mais très rapidement. Avant ça, j'étais directeur du digital de Terrena, coopérative agricole que vous connaissez bien. Je n'ai pas vu s'il y avait des gens de Terrena qui étaient arrivés encore. J'ai vu qu'il y avait des gens qui s'étaient inscrits, mais voilà, je ne sais pas s'ils sont arrivés ou pas.
Et je vous propose de faire un tour d'introduction autour de la donnée dans les filières agricoles et agroalimentaires. Et puis, pour faciliter les choses, je vais couper ma caméra. Voilà. Je vous propose qu'on apporte l'agenda suivant, partir un petit peu des attentes, de comprendre ce que c'est qu'une filière agroalimentaire déjà, de l'amont jusqu'au consommateur, voire au-delà, puis de voir en quoi, pour vous, pour les entreprises du secteur, maîtriser ces données est vraiment l'opportunité de demain pour la filière agroalimentaire. Et puis, de manière très introductive et vraiment là sans grande prétention, mais en tout cas pour vous donner quelques perspectives, de voir comment on peut s'engager dans cette voie et pourquoi le faire, puisque les perspectives à horizon 2023 sont multiples et 2023, c'est demain. Alors, le paysage agroalimentaire, il est extrêmement morcelé. Il y a un petit peu plus de 2800 entreprises aujourd'hui qui travaillent sur le monde agricole. Il y a un petit peu plus de 18 000 entreprises agroalimentaires de toute taille, de toute forme, de tout type de structure. Au final, il y a 5 centrales d'achat en GMS, il y a 5 centrales d'achat en RHD. GMS, grande et moyenne surface, RHD, restauration hors domicile, qui concentrent l'ensemble de ce paysage et qui font en sorte que les produits vont arriver dans vos assiettes, quelles que soient vos assiettes. Quand on dit qu'il y a énormément d'acteurs et d'acteurs de tout type, on va avoir des producteurs, on va avoir des distributeurs, on va avoir des coopératives, des industriels, on va avoir des politiques, et puis on va avoir tout un aéropage de sociétés qui, elles aussi, vont vous amener de la donnée ou vont vous aider à piloter cette donnée ou vont être consommateurs de cette donnée. Les plus connus sont les panélistes, les sorties de caisse, les IRI, Nielsen, Kantar, qu'on connaît assez bien à l'aval. Mais tout un tas d'autres structures sont là et vont permettre de valoriser et de faire en sorte que ces données, demain, vont pouvoir être quelque chose de très différent. Alors, quand on parle de données, d'abord, de quoi on parle? On va commencer par les enjeux et puis on va redescendre assez loin. La filière, qu'est-ce qu'elle est? La filière, elle démarre à l'agrofourniture et on a, juste après moi, on a un retour d'expérience justement autour de cet amont agricole. Donc, elle démarre de l'amont, de l'agrofourniture, les productions végétales, animales, les mises sur le marché, les transformations industrielles, la distribution et le consommateur. Traditionnellement, on oublie le consommateur, malheureusement. Or, le consommateur est aujourd'hui quelqu'un qui consomme énormément de données et qui a besoin d'être nourri. Et on va le voir pourquoi après. Les enjeux sont au nombre de 4. Le premier va concerner tout ce qui va être au niveau de l'outil d'aide à la décision, la traçabilité des pratiques amont, avec un premier enjeu évident qui est celui d'aider les producteurs agricoles à produire, donc d'être sur la performance agronomique, zootechnique, agricole, et puis de piloter également leurs exploitations et tout l'écosystème amont que l'on peut avoir. Le deuxième enjeu autour de la donnée, il est sur la valorisation des données tout au long de la filière. Aujourd'hui, il y a quelques données qui sont échangées avec des acteurs. C'est souvent du point à point. Alors, quand je dis quelques, sur l'amont agricole, c'est relativement important. Sur l'aval agroalimentaire, c'est un petit peu plus faible. On va voir quel type de données s'échangent par la suite. Mais on voit bien que cet enjeu de valorisation de la donnée, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement sous-évalué par l'ensemble des acteurs. Si on devait classifier les acteurs autour de la valorisation de la donnée en deux pratiques, l'amont agricole a l'habitude de valoriser ces données, mais n'est absolument pas du tout structuré pour pouvoir échanger ces données. Il y a énormément de normes, de standards, de manières d'échanger de la donnée qui existent et qui se font. Je parle bien au niveau de la filière, je ne parle pas entre deux acteurs. Et l'aval agroalimentaire, lui, a ses normes, a ses standards, en particulier pour des enjeux logistiques et de facturation, et très tiré par la distribution, mais n'a absolument pas du tout l'habitude d'échanger ces données en dehors de ces axes vraiment très contractuels ou pour des besoins évidents de supply chain. Donc l'enjeu de valorisation, il est là, et lui, il est très business, il est dans la culture de l'entreprise. Il y aura un enjeu technique pour faire circuler les données, mais c'est avant tout un enjeu d'entreprise et un enjeu du business de ces entreprises. Et puis, une fois que ces données sont valorisées, on a deux autres axes qui arrivent. Le premier tourne autour du client.
comment faire des expériences clients différenciantes, comment changer ces pratiques pour aller vers d'autres canaux de distribution. La crise que l'on vient de vivre et que nous sommes en train de vivre a montré cet essor du e-commerce à tous les niveaux, dans l'alimentaire, mais également entre acteurs. Il y a eu quelques expérimentations qui avaient été faites sur des acteurs du e-commerce pour des grandes plateformes il y a quelques années de ça, qui sont un petit peu retombées. Je pense entre autres à tout ce qui sortait et tout ce qui avait été mis en place par le groupe Leduf autour de Leduf Gourming, qui était une magnifique plateforme de produits, mais qui est un petit peu retombée sur ses ambitions. Et puis, le dernier axe tourne autour du produit. Comment faire en sorte que les données que l'on a aujourd'hui puissent venir augmenter le produit, puisqu'on va le voir, et ça va être un petit peu le mot d'ordre de toute cette présentation. Aujourd'hui, quelle que soit notre position dans la chaîne et dans la filière, on n'achète plus uniquement un produit comme on achète un produit, comme on achetait un produit historiquement. On achète un produit d'abord par ses données. Avant, je dis bien quand je dis avant, c'était de ça, il y a quelques années de ça, une dizaine, une quinzaine d'années et même encore avant. Le consommateur, que vous êtes tous, que vous êtes toutes, moi le premier, ne lisait pas les étiquettes. Quand je dis ne lisait pas les étiquettes, il y avait quelques informations qui sont ressorties dessus, mais on ne les lisait pas. Aujourd'hui, on achète avant tout l'information du produit et toutes les applications, toutes les initiatives que l'on va voir par la suite. J'en ai sorti quelques-unes et je ferai quelques zooms dessus, mais s'alimente avant tout par la donnée et par cet avatar. Je n'ose pas encore parler de jumeau numérique, même si on va y venir, mais cet avatar numérique du produit que l'on va retrouver dans le monde digital. Alors, la maîtrise de la donnée, c'est un enjeu stratégique pour l'ensemble des filières agroalimentaires. C'est un enjeu qui est identifié comme critique par l'ensemble des acteurs de la chaîne et j'échange régulièrement avec les interprofessions, les distributeurs, les industriels, les instituts techniques, l'amont agricole. La maîtrise de la donnée sera demain un incontournable pour accéder à ces marchés agroalimentaires, avec une vraie problématique liée aux chaînes alimentaires, qu'on ne retrouve d'ailleurs qu'assez peu, pour ne pas dire pas du tout, dans d'autres secteurs d'activité, c'est que cette valeur de la donnée, cette maîtrise de la donnée ne sera absolument pas du tout valorisée, en particulier vers le consommateur final. Par contre, sera au centre d'offres, de produits et de services qui vont permettre de se différencier, et ce tout au long de la filière. C'est un axe de développement extrêmement fort et de différenciation extrêmement fort pour l'ensemble des acteurs, en France comme à l'international. Et quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe à l'international, je pense entre autres à IBM autour de la Food Trust Platform, la capacité qu'ils ont à collecter cette donnée et à la rendre disponible à l'international, c'est extrêmement important. Sauf que ces initiatives et tout ce qui est fait encore aujourd'hui comme axe de développement reste encore très expérimental. On est à l'échelle du POC et donc avec une nécessité fondamentale de passer à l'échelle. Et toutes les initiatives qui sortent aujourd'hui collectives, j'en pense à deux entre autres, sont Numagri et Numalim, ont cette vocation de passer à l'échelle. Numagri pour le monde agricole, Numalim pour le monde alimentaire. Pour répondre à cet enjeu, l'objectif va être simple, ça va être d'abord de valoriser les filières et les pratiques de chacun des maillons de la chaîne. Donc pour ça, de maîtriser, de collecter, de stocker ces données et d'en garantir la fiabilité. Et puis d'être capable, grâce à ces données, de répondre aux attentes des consommateurs, des clients, pour des agricultures et des alimentations qui vont être responsables, transparentes et ce, poussées tout au long de la filière. Et pour ça, chaque acteur doit répondre. Et quand je parle d'enjeux stratégiques, c'est un enjeu stratégique pour chacun des acteurs, mais c'est avant tout un enjeu stratégique pour les filières. Ça va être de gagner collectivement en maturité. On voit qu'aujourd'hui, les acteurs de la filière sont à des niveaux de maturité extrêmement différents. Quel que soit, c'est pas une histoire de taille, de groupe, c'est vraiment une histoire de culture d'entreprise. Et du coup, d'être capable d'arriver à une valorisation systématique de ces données. Aujourd'hui, quand on regarde comment ça se passe, c'est essentiellement l'acteur au plus près du client, donc la marque ou le distributeur, qui vont valoriser ces données. Avec avoir les différentes annonces des distributeurs ces derniers mois pour bien se rendre compte que toutes leurs annonces RSE sont toutes liées à la valorisation de ces données. Le grand jeu pour les distributeurs, il y a encore quelques mois de ça, un petit peu moins avec la crise du Covid, mais encore il y a quelques mois, était de se montrer au plus près du producteur, de squeezer complètement toute la filière agricole et industrielle, alimentaire qu'on avait là. Donc, c'était vraiment de faire le lien systématiquement avec le producteur.
mais c'était le distributeur qui tirait la valeur. La valeur n'était pas redistribuée. Donc, on a également un enjeu de valorisation à chacun des niveaux de ces données. Alors, quand on parle de données, de pourquoi et pour qui? D'abord, le consommateur attend beaucoup de choses sur le produit. Hein. Je disais, le consommateur n'achète plus son produit sans lire les étiquettes. Il a besoin d'informations produits. Les réglementations INCO de 2014 ont là aussi amené des éléments pour clarifier l'information produit, pour clarifier les éléments réglementaires sanitaires à mettre sur les étiquettes. Mais il est devenu méfiant. Il est devenu méfiant, d'abord d'une parce qu'on l'a beaucoup trompé. Il y a eu beaucoup de scandales alimentaires, on va y revenir. Mais il attend une vraie transparence de son alimentation. Il s'identifie à l'aliment qu'il mange. Et donc, il a besoin de ça. Et puis, les clients, les distributeurs ont aussi amené beaucoup d'éléments autour de la traçabilité, de la preuve. Ils ont voulu montrer un certain nombre de choses. Donc, voilà, tout ce qui tourne autour de la preuve est important. Les distributeurs ont eux aussi besoin de descriptifs produits pour répondre aux enjeux de leurs consommateurs, mais vont avoir besoin d'autres informations, le prix, des données supply chain maîtrisées. Les industriels vont les accompagner là aussi, respect du cahier des charges, respect de la qualité, données supply chain, la preuve, la traçabilité pour répondre là aussi aux enjeux du consommateur final, la restauration, la distribution artisanale, quelle qu'elle soit de la boucherie, de la boulangerie, là aussi vont vouloir recréer le lien avec leurs consommateurs, le nourrir de toutes ces informations, et les pouvoirs publics vont demander un certain nombre d'éléments. On va dire que c'est les éléments les plus évidents à mettre en avant, puisqu'on parle d'alimentaire, et d'autres éléments qu'on n'imagine pas encore vont venir. On parle aujourd'hui d'agences de notation du produit en fonction de tel ou tel élément. On a besoin ou en tout cas, on a vu surgir ces dernières années un certain nombre d'applications qui viennent scorer le produit, qui viennent identifier un certain nombre d'éléments. Et donc là aussi, on va avoir besoin de données et de données de qualité. Alors, quand je disais que le consommateur était l'axe important, c'est que même tout au long de la filière, on a eu un défaut de confiance. Quand on a interrogé les éléments, c'est un élément qui sort de la Food Safety Conference qui date d'il y a 2 ans. Quand on interrogeait les gens sur la nourriture, en disant mais à quoi vous pensez quand vous parlez de nourriture? Alors, l'ensemble de la chaîne était représenté. Le premier élément qui ressortait, c'était sécurité. Le deuxième, c'était chaîne. Vous voyez, on a chemistry qui apparaît, donc tout ce qui est intrant chimique. On a l'élément food, bien évidemment, qui ressort. Mais voilà, on était en pleine période de scandale et il y a eu énormément de scandales qui ont été importants dedans. Il y a eu les scandales autour de la vache folle il y a 20 ans. Et puis, petit à petit, on a vu des demandes d'informations plus importantes. J'en ai mis un sur le scandale de la gélatine de porc dans les bonbons. J'ai mis aussi un autre autour des éléments de Lactalis qui a pu arriver. Et on entendait régulièrement Lactalis, plus jamais ça. Et même encore, les causes sont compliquées. Voilà, tout ce qui est le cheval dans les lasagnes. Au final, tout ça, ça a fait que le consommateur aujourd'hui scrute son assiette et regarde absolument tout, au détriment parfois d'ailleurs de la transparence et de l'efficacité alimentaire. Alors, quand je dis qu'il scrute tout, mais il a un besoin important. Il a un besoin important d'évolution, d'une part parce que on est en train de passer d'une ère où cette information brute doit être digérée. Les éléments de réglementation ces derniers temps ont fait que beaucoup d'informations étaient nécessaires et aujourd'hui, le public veut une information augmentée. Il a changé ses pratiques d'achat. La première d'entre toutes étant d'être passé sur du e-commerce, que ce soit du drive ou de l'achat directement en ligne. Il trie un peu plus ces éléments, ces aliments, et puis il a besoin d'accéder à un certain nombre de référentiels alimentaires pour venir alimenter justement toute cette chaîne. Le score Yuka, qui était il y a peu encore utilisé uniquement sur les éléments nutritionnels, va s'étendre demain à des données beaucoup plus sérieuses, donc là aussi qui vont demander de plus en plus d'informations, et puis on a de plus en plus d'applications. Là j'ai mis celle de C'est quoi ce produit qui va ressortir ou qui vient de ressortir, sur lequel on va arriver à des applis de scoring personnalisés, où on ne va plus avoir un produit qui est rouge ouvert, mais carrément un produit qui est compatible à X% avec moi, mes attentes. Donc, on est complètement en train de changer cette score-là, et avec un enjeu fort qui est de passer du scoring
à la notation multi-critères et éviter le bashing dont on entend parler depuis malheureusement de nombreuses années. Et ce, avec un objectif fort, faire en sorte que les consommateurs reprennent confiance dans leur alimentation, sachant que en France, on a quand même la chance d'avoir l'une des alimentations les plus sûres du monde. Donc, on a quand même quelque chose d'assez paradoxal. Alors, la donnée, la filière est riche en données et quand je dis qu'elle est riche en données, c'est qu'elle est vraiment très riche en données. Il y a 3 types d'informations. Alors, je vais parler que des données produits, je ne vais pas parler du reste, des données produits et de production. Je ne vais pas rentrer sur les données clientes, hein, ce n'est pas l'enjeu, l'objectif d'aujourd'hui. Mais globalement, on a 3 types de données produits qui circulent tout au long de la filière. Les informations descriptives du produit, et ce qu'on soit de la production agricole du début jusqu'au consommateur. On a les données liées aux échanges logistiques et commerciaux. Et puis, on a les données de composition des produits et de respect de cahier des charges, de traçabilité, de suivi de la qualité. Et auxquelles on va venir s'ajouter toutes ces données de production, de type de processus, donc qui sont des informations un petit peu plus qualitatives et un petit peu moins quantitatives. Ces données aujourd'hui, elles servent déjà aujourd'hui, elles servent d'abord à fournir des services aux producteurs. Je ne vais pas m'étendre dessus, on va avoir un retour d'expérience juste après. Elles servent à piloter les productions, à mieux produire et puis à apporter un certain nombre de services auprès des producteurs. De la même manière, elles vont apporter des services aux consommateurs, conseils personnalisés, de la traçabilité, voilà. Et puis des services sur les filières, essentiellement des services logistiques, quelques scorings qui commencent d'arriver, mais là aussi de manière très, très sporadique, parce que malheureusement, ces échanges-là aujourd'hui n'existent pas ou n'existent que très, très peu sur des filières très limitées. Et donc, toutes ces données sont largement sous-utilisées. Je vais accélérer un petit peu, je vois qu'il ne me reste plus que 8 minutes. Ces données, même si elles sont peu utilisées, elles sont encore moins valorisées. Hein. C'est des enjeux importants. Aujourd'hui, l'ensemble des acteurs ne maîtrisent pas leurs données, ce qui il en résulte une inefficacité dans la donnée, ou alors c'est vraiment très, très sporadique. Il y a des risques de fractures numériques, fractures liées aux données, pertes dans la chaîne complète. Il n'y a pas de base fiable qui existe, ou très très peu. Elles sont peu partagées, ça représente des coûts importants. C'est malheureusement cette donnée vue uniquement comme un axe technique et surtout comme une contrainte par l'ensemble des acteurs. Et toutes ces données qui viennent prouver toutes les allégations sociétales qui peuvent être mises sont encore aujourd'hui très peu utilisées. Il en résulte donc un défi de transparence pour l'ensemble de la chaîne. Il y a très peu de données qui existent, ou quand elles existent, elles sont encore maîtrisées en silo, peu de croisements, donc les données sont non valorisées, il y a peu d'interopérabilité, et ça va être un très grand danger pour demain, pour faire circuler les données. Et puis, il y a de nombreux acteurs qui ne s'intéressent pas aux données, qui malheureusement vont laisser les autres faire. Je parlais d'IBM tout à l'heure, c'est un bon exemple de ces acteurs technologiques qui vont venir prendre ces données et qui, du coup, risquent de faire en sorte que l'ensemble des acteurs vont perdre leur souveraineté vis-à-vis de leurs données et ne permettront pas demain aux acteurs de dégager la valeur nécessaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je crois que pour l'instant, il est encore assez vide. Il y a même Arnaud qui se propose de mettre une prime à la première question. Alors, aujourd'hui, quand je parle... Arnaud, j'ai perdu le... Voilà. Hop, on repasse comment en plein écran? Arnaud, pour passer en plein écran, je te laisse reprendre la main pour le passer en plein écran. Alors, on est sur un système qui était avant très, très linéaire, avec une chaîne de valeur très, très, comment dire, très calibrée et très connectée, où chacun des maillons parlait uniquement au maillon suivant. Ça, c'est la manière dont on voyait les chaînes aujourd'hui. Les chaînes vont demain évoluer, et pour ça, les données vont être extrêmement importantes, parce que demain, elles vont passer à ça. Elles vont passer à quelque chose de beaucoup plus réseau. Elles vont passer à quelque chose de beaucoup plus interconnecté, qui va nécessiter d'être beaucoup plus agile. On parle beaucoup d'industrie 4.0. Je ne vais pas faire un cours sur l'industrie 4.0, je n'en ai pas les compétences et ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Mais l'industrie 4.0, son enjeu, c'est d'avoir de la donnée qui pilote, qui rend agile et qui permet à toutes ces données de circuler. Demain, l'industrie agroalimentaire ressemblera à ça. Et c'est quelque chose d'extrêmement important dans les données, parce que les données demain vont devoir circuler. Alors, pour qu'elles circulent, elles vont circuler entre quel type d'acteurs? L'écosystème est complexe autour de la donnée agroalimentaire. Il y a énormément d'acteurs qui rentrent dedans.
le régulateur, l'amont agricole, les industriels, des acteurs de la société civile, des acteurs technologiques, des applications de consommateurs, des enquêtes, des sondages, les distributeurs, tout ça font qu'il y a énormément de personnes qui vont être émetteurs et consommateurs de la donnée. Je pourrais revenir, j'accélère un petit peu puisque je vois le temps qui circule, mais je pourrais revenir dans les questions si besoin. Il y a de nouveaux services qui sont apparus. Il y a des services autour de la multiplication des places directes pour faire en sorte que les données demain puissent aller directement être fournies aux agriculteurs et aux consommateurs. Et là aussi, les données vont aider et vont permettre de vendre les produits. Il y a des acteurs pour la mise en réseau de capacité, il y a des acteurs autour des OAD, il y a des acteurs autour des acteurs qui ont construit complètement des modèles économiques autour de la donnée. J'ai mis les locaux, j'ai mis Kindle bien évidemment, mais des acteurs comme Alchemix, aujourd'hui, ils en sont à 2 levées de fonds de plus de 20 millions d'euros autour de la donnée produit pour faire en sorte que les distributeurs puissent avoir accès à leurs données. On a de plus en plus de personnes autour de la traçabilité, du financement collaboratif. Donc voilà, tout ça font que ces écosystèmes vont être extrêmement consommateurs de données et qui demain permettront à tous ces acteurs d'aller chercher une valeur supplémentaire pour eux, mais également de changer les modèles économiques des différents des différents acteurs et des maillons de la chaîne, parce que si c'est juste fournir des services supplémentaires sans aller changer, je ne vais pas dire en profondeur, mais en tout cas sans être capable d'adapter un peu plus profondément les modèles économiques des acteurs pour que ces acteurs gagnent en résilience et en pérennité, on rajoute juste une couche de coûts qui est globalement absorbée ou dont l'économie est absorbée par les économies qui se font, mais on ne change pas profondément le système. Alors, l'écosystème technologique, pour faire un petit zoom, il est extrêmement dynamique. Je vous ai mis un premier panorama alors, qui date un petit peu. Je n'ai pas trouvé la version 2009 qui date de 2008, qui n'est pas complet. Il y a des nouveaux acteurs qui sont apparus dessus, mais on voit que voilà, quand on parle de secteur agritech, foodtech, voilà, tout au long en France, il y a aujourd'hui un petit peu plus de 5000 acteurs hein, et ça change et ça bouge régulièrement, qui sont répartis un petit peu de la façon suivante. Hein, les ressources, les productions, les débouchés. Je parlais d'Alchemix, de Yuka, de Connecting Food, qui sont pour citer les plus connus. Il y a des acteurs là-dedans qui ont disparu même depuis ce panorama. D'autres sont apparus aussi depuis. Vous voyez, c'est extrêmement riche. Là, c'est les 50 plus importantes hein, et ça date de mai 2018 ou de… Oui, non, c'est le 2019, celui-là, donc de mai 2019, qui existe. Mais voilà, c'est extrêmement dynamique, extrêmement mouvant. Entre-temps, il y a des acteurs qui sont arrivés d'initiatives privées, souvent tenues par les acteurs technologiques. La plus connue, c'est celle d'IBM autour de la Food Trust Platform, mais d'autres existent et sont arrivés. Et puis, il y a 2 initiatives collectives, complémentaires, souveraines, françaises, qui se sont créées il y a quelques mois. La première, c'est AgData Hub Numagri, autour de la circulation de la donnée agricole. Et la deuxième, c'est Numalim en tant que coopérative de données et que plateforme collective d'échange. Ces 2 initiatives ont des gouvernances extrêmement larges, issues du secteur agricole et agroalimentaire, et discutent bien évidemment ensemble avec l'objectif là aussi de faire en sorte que les acteurs de la chaîne industrielle, fournisseurs de technologies et autres reprennent la main. Ces 2 initiatives sont complètement complémentaires, elles aussi, de tout ce mapping de start-up que l'on peut voir à côté. Elles n'ont pas été construites contre ces sociétés, mais elles sont également construites pour faciliter les débouchés et accélérer les débouchés. Alors, comment faire pour aller là-dedans? Le chemin, il est long hein, pour y passer. C'est avant tout un enjeu stratégique, business pour les entreprises. Après ce panorama qu'on a vu qui est extrêmement large, il est important de pouvoir rentrer dans ce monde-là. Le premier, c'est d'avoir une vision, de savoir où on veut aller, de faire monter petit à petit les structures, d'aller vers des pilotes qui là aussi vont permettre de gagner en maturité sur l'entreprise, de construire les gouvernances associées, de savoir précisément de quoi on va parler, de quelles données on a besoin. Quand on parle de données, le nombre de structures qui veulent se lancer dans de l'intelligence artificielle, dans du big data, parce que bien souvent on leur en parle, sans savoir
quelle cartographie, quelles données on peut avoir et quelles données on peut valoriser, bah, c'est se planter. On fera des POC, on fera des expérimentations, mais on n'ira pas vers quelque chose de plus large. Et puis de ne pas perdre de vue que si on le fait, c'est pour gagner en enjeu client. C'est le client qui va valoriser tout ce que l'on peut faire et qui permettra d'avancer. Et pour pouvoir avancer, eh bien d'être capable de se mesurer, de mesurer ce que l'on fait, de mettre en place les bons KPI et après d'industrialiser, de déployer. Cette phase de test, on est assis tous aujourd'hui sur des tas d'or. Cette phase de test va permettre demain d'avancer. Et cette approche, elle sera soutenue, bien évidemment, ce voyage va être soutenu par une approche pragmatique sur laquelle on va aller rechercher les données dans des espaces de stockage uniques pour faciliter le partage, d'aller travailler sur leur qualité, de les connaître, de les comprendre, de les rendre interopérables, de les administrer, pour les publier en interne et en externe, puisqu'on va aller aussi chercher de la valeur en externe. Alors, je passe vite, il reste une minute, et d'accompagner les entreprises au changement. On pourra revenir un petit peu plus dessus par la suite dans les questions, ou bien si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas directement à me contacter. J'avais mis mes coordonnées sur le premier slide. Mais voilà, toute cette approche pragmatique va permettre demain de gagner en facilité, en agilité autour de la donnée. Pour conclure, pourquoi le faire? Je l'ai dit en entrée, l'exigence de fiabilité autour de ces données, l'exigence de publier ces données fiables va devenir cet enjeu prioritaire dont on a parlé pendant 25 minutes. C'est très court, 25 minutes, pour essayer de vous faire un panorama assez large de cet écosystème qui est extrêmement dynamique. Le premier enjeu, c'est que la distribution va changer. Elle va changer, on va passer de plus en plus sur du e-commerce et on va avoir besoin de ces données pour présenter les produits, pour vendre les produits, mais on va aussi en avoir besoin pour préparer les commandes et pour faciliter les commandes. Les enjeux de personnalisation, y compris dans le e-commerce, vont devenir extrêmement importants dans l'alimentation et être capable d'avoir une alimentation. Je ne sais pas si moi, mon critère, c'est ça vient d'un rayon de 50 km, donc d'avoir une alimentation personnalisée autour de ça, quand on va faire de la préparation de commandes, de savoir que les usines, les producteurs sont dans un rayon de 50 km autour de chez moi, ça va devenir extrêmement important. Il y a aujourd'hui des acteurs qui commencent d'expérimenter ces choses-là, en particulier en Allemagne. Il y a des acteurs comme SAP qui avaient fait des choses là-dessus. Alors, c'est du POC, mais qui avaient construit des maquettes et des démonstrateurs pour aller vers cette personnalisation. L'industrie va être de plus en plus automatisée, robotisée, y compris sur la distribution, y compris sur les acteurs. Et pour pouvoir être pilotée, une industrie robotisée, elle a besoin de données pour pouvoir fonctionner. Une industrie automatique, elle a besoin de données pour elle se piloter. Et puis, et comme ça va faire le lien avec la suite, on va avoir de plus en plus d'outils faciles à utiliser autour de la data science. Ça va devenir abordable par l'ensemble des acteurs et le retour d'expérience qui va être fait juste après va le montrer. Voilà, j'en ai fini. J'ai essayé de respecter à peu de choses près les 25 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez peur de les poser, vous avez mon adresse mail en bas et je me ferai un plaisir d'y répondre. Bravo, bravo Guillaume pour ce contrat de temps et ce contenu extrêmement riche. C'est vrai que 25 minutes pour évoquer toutes ces questions, c'est dense, mais c'est aussi le principe de nos webinaires, de manière à ce qu'ils restent percutants et utiles dans le contrat de temps. Nous avons maintenant la chance d'avoir parmi nous Juan Mesa et Emmanuel Fresneau, qui vont nous parler d'un retour d'expérience. C'est aussi l'avantage des séminaires en général, web séminaires de ADN Ouest, de faire une balance entre une vision un petit peu généraliste et riche, ce que vient de faire Guillaume, et un retour d'expérience opérationnelle. Donc, Juan, Emmanuel, nous donnons la parole avec grand plaisir. Juan, on ne t'entend pas. Est-ce que moi, vous m'entendez? Oui. Emmanuel, on t'entend. Oui, bonjour à tous. Et Juan aussi. Avec le micro, bonjour à tous également. Donc, on coupera en fait les caméras après pour des raisons de commodité. Donc là, ce qu'on va vous faire, c'est un retour d'expérience concret de comment savoir comment une coopérative comme le Gouessant, qui est une industrie un peu plus traditionnelle, s'est fait épauler par une start-up seed pour faire un projet data et data science.
Donc, on va commencer tout de suite. Je prends le contrôle, c'est ça? Est-ce que j'ai le contrôle? C'est bon. Donc, on commence par une présentation des entreprises. Donc là, je te passe la main là, pour présenter SID. Oui, donc bonjour à tous. Donc SID, c'est donc une société de conseil et de réalisation en data science et intelligence artificielle que j'ai fondée il y a maintenant un peu plus de 6 ans. Au cours de ces 6 années, on a mené 200 projets dans plusieurs secteurs avec de l'ordre de 50 clients de diverses tailles, start-up, ETI et puis des grandes entreprises aussi. Et puis au cours de ces 6 années, on a disons, noué un certain nombre de partenariats industriels et académiques. Et d'ailleurs, c'est une des caractéristiques de SID, hein, sachant que je suis en plus professeur des universités en mathématiques appliquées, c'est qu'on a la vocation de tisser des liens entre l'industrie et le monde universitaire. Et notre approche du business, c'est d'accompagner les entreprises qui souhaitent s'appuyer sur la data science et l'intelligence artificielle pour maîtriser leur développement, accélérer leur croissance et augmenter leur compétitivité. Juan, je te redonne la parole. OK. Donc, je passe la slide. Hop là, excusez-moi. Donc, le Bouessant, donc, nous, on ne fait pas de mathématiques, on est une coopérative agricole. Donc, on est ce qu'on appelle une coopérative de l'amont. C'est-à-dire que notre spécialité, en fait, c'est tout ce qui est nutrition animale. Donc, nutrition animale, donc on a 4 pôles, en fait aujourd'hui au sein de la COP. Donc, notre cœur de métier qui est tout ce qui est production, en fait, animale et végétale, donc avec la nutrition. Donc, c'est les filières volailles, porcs et ruminants. Donc, on a aussi d'autres activités comme un pôle alimentaire, donc avec une marque Terre de Braise, qui nous permet justement de faire le lien en fait avec le consommateur, et des relais de croissance comme le pôle aquaculture, donc qui sont plus en fait pour tout ce qui est alimentation poisson, et du nutritionnel pour tout ce qui est comment dire, complément alimentaire et que l'on adresse un peu justement un peu à travers le monde. Quelques chiffres, on est 4000 adhérents, donc on est une coopérative, c'est-à-dire qu'on a des adhérents. Les adhérents sont à la fois, c'est les éleveurs, hein, donc ils sont à la fois nos clients et nos actionnaires. Donc aujourd'hui, à date, on est 780. Et donc, comme toute coopérative, donc on a un ancrage territorial. Donc là, pour nous, c'est la Bretagne et les départements limitrophes à la Bretagne. Donc, coopérative de l'amont, mais néanmoins, donc effectivement, on est un peu plus loin de nos consommateurs, mais on reste très attaché effectivement aux attentes et aux problématiques en fait de nos consommateurs, donc à savoir la traçabilité, tout ce qui est en fait dans les démarches alternatives et bio, l'environnement et le bien-être animal. Donc voilà pour la photo globale de la coopérative, donc une industrie un peu plus traditionnelle. Et donc là, je vais vous parler du projet Oneor, en fait d'un projet data. Alors Oneor, c'est quoi? C'est un outil en fait d'aide à la décision. Donc je vais faire un peu écho à ce qui a été dit à la présentation précédente. Donc notre travail effectivement, c'est d'accompagner nos éleveurs. Donc encore une fois, en fait, en amont pour le suivi de leur élevage. Donc que ce soit d'un point de vue technique et économique. Alors, Oneor est un outil qu'on a développé il y a à peu près 2 ans. Donc, c'est une initiative qui a été lancée au sein de la COP, surtout une filière aujourd'hui à date. Donc, l'idée, c'était de dire, aujourd'hui, malgré l'expertise que l'on peut avoir au sein d'une coopérative avec nos technico-commerciaux auprès de nos éleveurs, on avait besoin de s'outiller. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que malgré tout, la mise en place et le suivi des élevages méritait en fait de gagner en productivité et en suivi. Donc l'outil Oneor, encore une fois, qui est un outil d'aide à la décision, il a une démarche relativement simple, hein, c'est-à-dire qu'en fait, là je vais reprendre le schéma qui est au milieu, donc on part en fait du principe qu'on collecte des données, donc en fait cette collecte de données elle peut se faire soit manuellement, ça peut être de la saisie, soit en automatique. Hein. Et donc, ces données-là, on leur donne la valeur. En fait, on les met en place par rapport à des indicateurs de suivi que l'on travaille avec nos éleveurs et sur lesquels on fait des plans d'action. Donc, typiquement, on peut suivre en fait, la productivité en fait, d'élevage, que ce soit sur le lait, que ce soit en fait, sur la ponte en fait, pour la volaille, donc pour tous nos éleveurs. Cet outil-là, en fait, aujourd'hui, on l'a développé et mis en place pour toutes nos filières, donc la volaille, le ruminant et le porc.
Alors, je dirais que en fait, la genèse de ce projet-là, elle était assez simple. En fait, on s'est rendu compte que comme beaucoup de fois, les données sont présentes. Les données sont présentes, il suffit, entre guillemets, enfin, le suffit est un peu plus compliqué, il suffit de les collecter et justement de les mettre en valeur pour pouvoir en fait tracer les bons indicateurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé en fait tout de suite et assez rapidement, que ce soit en interne, en coopérative avec nos éleveurs. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc quand j'écris ici en fait une solution qu'on construit avec nos éleveurs, donc effectivement, quand on a démarré le projet, un des points importants, c'est d'avoir des éleveurs autour de la table. Donc, typiquement, c'est les premières questions qu'on leur a posées, c'est mais toi, quand tu arrives dans ton élevage, c'est quoi la première chose que tu contrôles, qu'est-ce que tu vérifies et autres. Donc là, on est vraiment dans une démarche de construction avec nos éleveurs. Donc, on parle justement d'expérience client. Donc là, on est dans vraiment une démarche en fait d'ingénierie classique en fait de projet digital. Et c'est important d'avoir tous les parties prenantes autour de la table. Aujourd'hui, en fait, avec un recul de 2 ans à peu près sur l'outil, c'est quelque chose qui a un bon retour à la fois de côté de nos éleveurs et de nos techniciens, parce que ça leur permet d'être beaucoup plus en fait actifs et réactifs en fait par rapport à l'évolution en fait et le suivi des élevages. Sur le déploiement, donc je dirais que là, on est en cours de déploiement. En fait, on finalise. Là, on est en train de faire un pilote sur le port et on finalise la volaille. Donc là, ce que j'ai fait, alors, faire une démo, c'était un peu compliqué à distance, donc, surtout que je ne vois pas l'interaction et autres. Donc là, ce que j'ai mis, en fait, j'ai mis quelques exemples en fait, de tableaux de bord. Donc, effectivement, sorti du contexte un peu plus compliqué. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que ces tableaux de bord, c'est à la fois en fait des tableaux de bord qui permettent de faire la simulation, c'est du quantitatif, c'est du qualitatif, donc c'est des courbes de progression, donc ce qui nous permet justement de suivre et piloter l'élevage d'une façon quantitative et qualitative. Donc l'avantage en fait de Neor, c'est qu'effectivement, donc du coup, ça nous a donné une démarche en fait qui était structurée et organisée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se permet de pouvoir piloter l'élevage sur des indicateurs qui sont factualisés. Donc, ça nous permet d'être beaucoup plus réactifs et de pouvoir identifier les signaux faibles et de pouvoir réagir. Donc, ça nous a aidé. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de s'organiser sur l'ensemble de nos élevages, de pouvoir dire, ben voilà, en fait, quand je vais organiser en fait, mes visites terrain et les contrôles que je peux faire sur les différents élevages, pouvoir en fait porter l'action en fonction en fait de la courbe en fait d'évolution de mon élevage. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc c'est-à-dire qu'on a un retour en fait en termes de plan d'action et de réactivité par rapport aux différents aléas qui est plutôt nominal. Par contre, la question qu'on s'est posée, c'est de dire, mais, OK, donc maintenant on a construit un outil qui nous permet justement d'être vraiment au plus près du terrain, d'être très réactif. Et maintenant, si je veux passer au coup d'après, c'est-à-dire que si je veux m'organiser un peu mieux, pouvoir anticiper sur des signaux en fait dans mes élevages, savoir comment ça peut évoluer, comment est-ce que je peux aller plus loin. Donc, c'est poser la question en fait de démarche autour de l'intelligence artificielle et on ne savait pas trop comment aborder en fait le sujet. Donc là, on a fait appel justement à Seed en termes de partenariat pour nous aider justement sur des cas d'usage, comment travailler en termes de démarche projet. Donc là, du coup, en fait, Emmanuel, je te passe la main. Je reprends la parole. Donc, avant que Juan reprenne les choses pour expliquer ce qui a été fait, là, je vais expliquer, selon nous, comment il faut mener un projet IA au sein d'une entreprise du type, une relativement grosse entreprise comme le Gouessant. Donc, je vais commencer par commenter la partie timeline du bas, avec une flèche compréhension et cadrage, pour dire que pour mener le projet, il faut faire un certain nombre d'étapes, dont la première est effectivement une compréhension et un cadrage qui nous a demandé, au sein du monde des data scientists, de beaucoup discuter avec les gens des métiers, beaucoup discuter avec la DSI, beaucoup discuter avec la direction générale pour savoir vers quoi on allait. Ce cadrage se faisait dans le cadre d'un projet qu'on appelle un dimensionnement, ce que j'ai écrit au-dessus. Et puis, une fois qu'on a fait ce cadrage, on a pris un jeu de données, enfin un jeu de données important, et on a analysé ces données pour savoir si on avait la capacité
à répondre aux questions qui étaient posées. Donc là, comme le dira Juan tout à l'heure, la question qui était posée, c'était autour de la production d'œufs. Donc, est-ce qu'on avait la capacité de répondre aux questions qui étaient posées en utilisant des données? Comme la réponse a été oui, ensuite on est passé dans une étape au sein d'une étude de faisabilité pour aller vers la création d'un minimal viable product. On a commencé par construire des modèles mathématiques et statistiques sur lesquels ont été ensuite basées cette fameuse intelligence artificielle d'aide à la décision vers laquelle nous sommes allés. Et donc, cette construction de modèles mathématiques et statistiques nous a à nouveau amené à beaucoup discuter, à beaucoup échanger, en particulier avec les gens des métiers, pour être capable d'intégrer dans ces modèles mathématiques la connaissance métier qu'il était nécessaire d'intégrer. Ces modèles mathématiques étaient paramétrés par des paramètres, et c'était sur ces paramètres qu'on a pu ensuite construire une fameuse méthode d'apprentissage qui fait que cet outil devient une intelligence artificielle. Donc, on a construit cette méthode d'apprentissage. Une fois qu'on est arrivé à ça, on a fait une phase pilote qui nous a permis de développer et de déployer un MVP au sein du Gouessant. Là, le Gouessant l'a utilisé, on va dire, en petit comité. Et puis ensuite, on est passé à une phase industrialisation dont l'objectif est de déployer de façon beaucoup plus massive la solution, donc à destination, et c'est là cette phase qui est en cours, hein, à destination des techniciens, puis ensuite des éleveurs. Une fois que cette étape d'industrialisation sera terminée, il y aura une dernière partie qui sera certainement autour des évolutions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de tout ça une fois qu'on a l'outil. Et donc, il y a des questions d'évolution, des questions de réapprentissage, des questions d'utilisation pour d'autres objectifs, et puis des questions d'évolution. Comment, une fois qu'on a un premier outil, une première IA d'aide à la décision, on peut l'utiliser de manière un peu différente, à plusieurs niveaux, pour aller vers, par exemple, faire du pilotage plus automatisé d'un élevage, par exemple. Donc, voilà la chaîne de production pour faire un bon projet IA, et avec l'objectif, au bout du compte, de gagner du temps, gagner de la productivité et gagner de la marge. Voilà, je te repasse la parole, Juan, pour la suite. Donc, effectivement, comme disait Emmanuel, donc juste, on y reviendra en fait dans les facteurs clés de succès de ce type de projet. Je pense que c'était important dans cette démarche-là, donc parce que moi, je travaille à l'IT, mais en fait d'intégrer en fait la démarche métier. Je pense qu'en fait, dans la construction de modèles, alors en plus, on parle de modèles mathématiques, donc ce n'est pas forcément quelque chose qui est facile à appréhender, mais il faut pouvoir démontrer quelque chose en fait à nos métiers pour que en fait, eux, ça leur parle, qu'ils se projettent en fait dans le projet. Donc ça, c'est important et il faut qu'il fasse partie intégrante en fait complète de la démarche. Donc pour reprendre, donc effectivement, dans cette démarche, on l'a appliquée au sein du Gouessant, donc avec Sid et avec les personnes en fait côté métier, côté volaille. Et le cas d'usage que l'on a traité, c'était effectivement sur tout ce qui était ponte. Alors, on s'est posé la question en fait dans le métier de la ponte. On dispose aujourd'hui en fait de courbes qui sont données par la génétique pour savoir en fait voilà, une poule en telle période et telle période en fait fait telle ponte, tant de ponts, excusez-moi, tant d'œufs par jour. Donc ça c'est quelque chose qui est à disposition. Donc ça c'est bien. Après en fait on voit que l'écosystème, le contexte évolue. Donc c'est ce que je rappelle un peu dans l'enjeu. En fait l'enjeu et le contexte c'est qu'aujourd'hui les élevages en fait de ponte ne sont plus les mêmes qu'il y a quelques années. Donc c'est-à-dire qu'avec l'avènement en fait de la démarche alternative bio, on a des élevages qui sont de plus en plus petits. Donc si je fais un peu l'analogie, en fait un élevage en fait cage peut représenter en fait typiquement plusieurs dizaines d'élevages en fait en alternative et en bio. Donc on se rend compte que là en fait le nombre de données sont complètement démultipliés. Donc, on intègre aussi en fait des variables qui sont un peu différentes, c'est-à-dire qu'on est, dans des élevages qui sont ouverts, donc avec des facteurs en fait qui sont encore en fait complémentaires. Donc tout ça, ça nous apporte des données encore plus riches à exploiter et à traiter. Donc, on a fait une modélisation en fait de la ponte justement en fait dans des élevages bio et on a pris plusieurs critères. Donc, l'idée c'est de savoir en fait est-ce qu'on pouvait faire une courbe prédictive en fait des pontes.
Donc, on a fait ce modèle-là avec SEED. Donc, on a pris plusieurs facteurs. Donc, après, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout le facteur. Et donc, on a pris en charge effectivement en fait, la souche, le poids des poules, la jeunesse de la poule, parce qu'avant qu'une poule arrive en fait dans un élevage, dans un lot d'élevage de pondeuses, comme on dit, donc elle a une jeunesse. Donc, comment ça s'est passé avant, la période, parce qu'on imagine bien qu'en fait, un lot de pontes qui est mis en place en hiver et en été n'a pas la même réaction, enfin pour des raisons évidentes de température. Donc voilà, on a pris tout ça, ces facteurs-là, on a fait le modèle et on a décrit en fait justement des projections. Donc là, j'ai mis trois courbes, donc c'est-à-dire qu'en fait, là aujourd'hui, l'algorithme qui a été donné par SEED nous permet d'avoir un prédictif. Donc un prédictif. Donc dans les courbes que l'on a ici, donc j'ai les courbes en fait de la génétique qui sont des références min et max. Et à chaque fois, en fait, le modèle qui a été donné par SEED nous permet de prédire. Donc là, j'ai pris trois photos différentes, à des instants différents. Et ce qui est intéressant, donc effectivement, c'est que déjà, le modèle, il est cohérent par rapport à ce qu'on peut voir, et le réel, et qu'on peut le recalculer systématiquement. C'est-à-dire qu'en fonction du réel, donc ici, là, j'avais pris une photo à S25, donc j'ai pris une photo, il me retrace la projection. Et là, je regarde, en fait, je peux prendre des photos ultérieures de ma prédiction et le recalculer. Et ça, je peux le faire à n'importe quel moment. Donc ça nous permet justement de recalibrer systématiquement est-ce qu'on en a le vrai ou pas et quelle est la tendance en fait en termes de prédiction. Et là, j'ai voulu illustrer ici un petit exemple qui est assez intéressant. C'est que typiquement, là, en fait, il s'est passé, là, la photo qu'on a prise là, donc il a dû se passer un petit point ici qui dit que la prédiction dit, tiens, là, je vois en fait des éléments, en fait, des signaux faibles, comme on dit, qui nous disent, là, je vais avoir un fléchissement de ma courbe qui va se passer. Et là, il ne s'est pas encore passé. Donc là, c'est ce que me projette en fait le modèle. Et donc, effectivement, quand je regarde dans le réel, le fléchissement, je le constate. Donc là, on a gagné. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à la modélisation qu'on a pu avoir, on a pu en fait justement en fait exploiter les signaux faibles et voir la prédiction et pouvoir tirer le plan d'action en anticipation. Donc là, c'est quelque chose qui nous a permis en fait d'avancer en termes de suivi de nos élevages. Si je viens après, en fait, sur les autres bénéfices que ça nous a apporté, donc ça nous a apporté en fait des critères plus précis, effectivement. Plus précis parce qu'en fait, on tient compte en fait justement d'éléments en fait qui sont propres aux élevages, qui sont propres en fait justement à la typologie, le nombre, le poids et autres. Donc ça, c'est des critères qui sont propres et qu'on a pu en fait déterminer dans le modèle. Donc le passage d'une démarche de plan d'action en fait réactif vers un plan d'action anticipé, donc c'est ce que j'ai illustré tout à l'heure. C'est qu'effectivement, cette projection nous permet de dire oh, attention, là, j'ai des signaux qui font que là, ça va commencer à décrocher. Il faut que j'agisse dans les jours, les semaines qui viennent. Donc là, ça nous permet justement de mieux nous organiser. Et enfin, une meilleure précision par rapport aux références de la génétique. Donc la génétique, donc, si je reprends en fait les courbes ici, donc on ne voit pas très bien, je suis désolé, donc, mais c'est les courbes qui sont en min et max. Donc c'est standard, hein. Mais bon, ils ne tiennent pas en compte typiquement la température. On se rend compte que même si on a un écart qui est relativement en fait serré entre le min et le max, on a une période en fait de montée typiquement dans le modèle en fait de ponte ici qui est plutôt critique. Et donc là, c'est vraiment un enjeu d'être au plus précis de la réalité. Donc là, ça nous a apporté effectivement une meilleure précision. Donc là, aujourd'hui, ce modèle-là, il est utilisé en interne en fait effectivement pour pouvoir justement piloter l'ensemble. Un certain nombre en fait de nos élevages côté ponte. Et donc là, on s'est rendu compte qu'effectivement, donc on a gagné en organisation, on a gagné en fait en termes d'anticipation, mais la question venait d'après en fait, et c'est le métier qu'il a posé, dire ok, moi typiquement, je reprends l'exemple en fait de cet éleveur ici là, je me rends compte que ça décroche. Mais est-ce que c'est le seul élevage qui est dans ce cas-là? Est-ce que j'aurais pas une similitude en fait d'élevage qui peuvent être dans ce cas-là? La question qu'on se pose, c'est que peut-être que ce décrochage-là, qui peut être dû à un facteur externe, en fait, peu importe, un facteur, est-ce que je ne retrouve pas dans d'autres élevages aussi? D'où se pose la question, est-ce que je peux gérer, en fait, par ce qu'on appelle des cohortes, pour ne pas utiliser le terme de cluster, qui est un terme un peu... Bon, qui n'est pas trop top selon l'actualité. Donc, une démarche en fait qui nous permet justement de pouvoir avoir une vision plus globale de nos élevages. Ils nous disent, si j'ai un signal faible à un endroit donné, peut-être que ça peut me donner en fait une indication sur d'autres élevages.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé avec nos métiers. Et encore une fois, on a mandaté en fait CID pour nous aider dans cette démarche-là. Ok, donc l'idée, et comme l'a expliqué Juan, c'est que aujourd'hui, avec CID, on a réalisé une IA d'aide à la décision qui contribue à piloter mieux les élevages. Et ce vers quoi on souhaite aller globalement, c'est de réellement créer une IA de pilotage d'élevage, c'est-à-dire qui va vraiment automatiser le plus possible le pilotage des élevages. Et pour faire ça, bah, il va falloir décliner, enrichir, éventuellement contribuer avec d'autres IA d'aide à la décision pour aller vers vers ce pilotage d'élevage. Alors, pour résumer, qu'est-ce que c'est que piloter un élevage de poules pondeuses? En gros, c'est être capable de détecter qu'il y a un problème qui apparaît, ensuite faire des recommandations pertinentes pour aller vers la résilience, puis accompagner le retour vers la normale. Alors, pour faire ça, eh bien, la première identification qui a été faite par le métier, c'est déjà, il faudrait regrouper les élevages qui ont les mêmes comportements. Donc, c'est ce qu'on a fait, une typologie d'élevage, alors un clustering ou un autre mot, enfin, on a regroupé les élevages de manière cohérente, en manière de leur comportement par rapport au décrochage. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, qu'on a montré sur cette carte, qui permet d'être une nouvelle aide au pilotage. Puis une fois qu'on aura fait justement ce clustering, eh bien, on sera capable de faire des courbes d'IPOC qu'on avait sorties, qu'avait montré Franck tout à l'heure, à l'élevage ou à des groupes d'élevage, ce qui permettra d'identifier des décrochages de façon plus précise et de mettre en place des systèmes d'alerte. Ça, c'est des choses qui sont en train d'être travaillées. Et puis, une fois qu'on aura détecté qu'il y a un problème, bah, il faut faire des recommandations pour modifier les choses. Et donc là, on est en train de travailler comment mettre de façon fine la nutrition dans le modèle avec les métiers. Et puis, une fois qu'on aura ça, on réutilisera à nouveau ces fameuses productions de courbes IPOC pour piloter le fait d'aller vers le retour à la normale. Donc là, on monte dans la complexité à partir du moment où on s'est basé sur une première IA d'aide à la décision qui crache les courbes IPOC et on va vers quelque chose qui sera beaucoup plus intégré, beaucoup plus puissant dans la suite. Voilà, je te redonne la parole, Juan, pour finaliser, j'imagine. Juste pour faire écho encore une fois, hein, donc cette démarche-là, en fait, le fait d'avoir une volonté d'avoir un tracking qui est justement sur des élevages similaires et autres, ça a été en fait une demande qui a été faite par le business, par le métier. Donc on est vraiment dans une démarche en fait pilotée par le métier qui dit bah, moi j'ai besoin en fait de pertinence, comment est-ce que la data peut m'aider par rapport en fait à cette pertinence d'un point de vue organisation et structuration de l'activité. Donc je regarde un peu le timing. Donc là, c'est en fait justement, donc là, enfin, on a vu en fait des choses concrètes, on a mis des choses concrètes avec CID et qui fonctionnent, donc, et qu'on continue en fait d'améliorer, donc enfin sur nos élevages. Donc là, j'ai voulu mettre en fait quelques autres initiatives qu'on travaille aussi avec CID. Donc pour se dire, ben voilà, enfin côté Gouessant, donc même si on est une industrie un peu traditionnelle, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui la data et que l'intelligence artificielle nous aide justement sur la productivité, sur le pilotage de nos activités. Donc là, c'est des exemples. Donc à gauche, c'est en fait, on est en train de travailler sur les élevages de porcs, donc justement, en fait, dans le bien-être animal, avec des élevages qui sont des bâtiments qui sont ouverts, donc avec des capteurs connectés. Donc là, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc on est en train de concrétiser en fait la démarche. L'autre exemple, en fait, que l'on travaille aussi en termes d'IA, donc c'est un sujet un peu différent. Donc là, on revient un peu à notre cœur de métier, qui est la nutrition animale. Et justement, enfin, comme pour l'alimentation humaine, se pose la question en fait d'alimentation à base d'insectes, donc notamment pour leur apport de protéines et autres. Donc c'est bien, sauf que donc là, on a travaillé justement avec des éleveurs d'insectes. Ils ont des enjeux qui sont un peu différents. Autant des animaux, vous les voyez, on peut les compter relativement facilement. Enfin, pour tout ce qui est insectes et des larves, c'est un peu plus laborieux. Donc là, on a travaillé avec CID justement pour une modélisation à partir de photos et autres. Donc là, la photo que vous prenez, bon, elle est colorée, hein. Donc c'était en fait l'enjeu, c'était pouvoir dénombrer en fait les insectes. C'est un élevage, savoir quel est le nombre d'individus dans cet élevage.
Donc là, les couleurs, donc c'est pas les vraies couleurs, hein, donc c'est les différentes larves. Et le noir, c'est le substrat qui est à la fois l'habitat et l'alimentation en fait des larves. Et donc l'enjeu, c'était de pouvoir le dénombrer. Donc voilà, donc là, on a mis en place une technique qui nous permet de dénombrer de façon facile, à base de photographie, le nombre d'individus dans un élevage. Donc ces slides-là, c'était juste pour dire que côté Gouessant, en fait, la data, en fait, on a été convaincus. On a vu des démarches en fait d'intelligence artificielle qui ont prouvé en fait leur efficacité. On poursuit en fait des initiatives toujours côté data et côté IA. On a fait une dernière planche. Donc, on tenait en fait à vous la présenter. Donc, même si c'est un peu tarte à la crème, je pense que c'est important de se le redire. Hein. Donc, vous avez un projet data et d'intelligence artificielle. Bon, après, c'est comme dans tout projet. Hein, donc, il faut que ça soit inscrit dans une stratégie globale avec une bonne interaction de toutes les parties prenantes. Mais encore une fois, en fait, je pense que le pilotage par les métiers hein, est crucial. C'est-à-dire qu'en fait, si le métier, en fait, c'est pas un projet technique, c'est pas un projet informatique, c'est pas un projet en fait scientifique avec des équations différentielles ou autres, mais c'est vraiment un projet métier. Et donc là, toute la démarche d'accompagnement et tout ce qu'on peut appeler autour de l'acculturation est super important, quoi. Donc si le métier n'est pas convaincu, si en fait le résultat n'est pas là, on n'arrivera pas. Donc le projet en fait n'aboutira pas. Un autre point en fait qui paraît évident, mais je pense que c'est crucial aussi, hein, c'est le soutien et la conviction de la direction générale, comme quoi en fait la data est un moteur de croissance, de différenciation et qui nous permet en fait justement d'avoir en fait une meilleure pertinence dans le pilotage de nos activités. Donc là, encore une fois, si les directions n'y croient pas, c'est un peu plus compliqué. Donc après, à tous les acteurs qui sont en fait là autour du webinaire. Donc, le travail de chacun, moi, mon travail, c'est qu'effectivement, c'est de convaincre cette direction générale. Donc, nous, on a eu la chance de ne pas la convaincre parce que justement, elle était moteur, mais c'est quelque chose qui est vraiment très important. Donc, vous ne l'avez pas, donc ça sera un peu compliqué. Donc, il faut vraiment en faire le travail, en fait, au sein de l'entreprise pour apporter justement, en fait, cette acculturation et apporter cette démarche-là. Et enfin, les deux derniers points, encore une fois, donc même si on enfonce des portes ouvertes, mais je pense que c'est encore plus vrai en fait dans la data, parce qu'en fait, on ne sait pas où on va. Hein. Quand on avait commencé à travailler avec SID justement sur l'intelligence artificielle, sur les poules pondeuses, très honnêtement, on ne savait pas où est-ce qu'on allait. Donc, ce qu'on a fait, donc aussi aidé par SID, hein, dans la démarche en fait d'essayer, donc c'est enfin être simple. Commencer petit, voire grand. C'est-à-dire que les premiers cas qu'on a fait, en fait, c'était vraiment du prototypage avant même de penser n'importe quelle industrialisation. Et donc là, c'est vraiment important parce qu'en fait, tout de suite, on voit les bénéfices. Est-ce qu'on y est ou pas, quoi. Et enfin, le dernier point, c'est gérer l'incertitude. Bien évidemment, enfin, des fois, on n'est pas dans l'innovation. Donc, bien évidemment, alors des fois, ça ne marchera pas tout le temps. Donc, malgré tout, en fait, c'est toujours essayer et voir comment est-ce qu'on peut avancer. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, je crois qu'on... Merci beaucoup déjà, Rohan et Emmanuel, pour ce témoignage très, très enrichissant, puisque très concret. Et donc, j'espère que ça aura inspiré et donné plein d'idées aux personnes qui nous écoutent. On est pile dans le timing et on a une troisième partie qui est un peu plus collaborative. Alors, ce n'est pas évident au webinaire. Donc, ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions qui viennent, n'hésitez pas toujours à les mettre sur le module Q&R, questions et réponses de Zoom. Et puis, si les questions vous viennent un petit peu plus tard, eh ben, on se donnera rendez-vous de toute façon au séminaire qui aura lieu l'année prochaine. Donc, ça sera aussi possible à ce moment-là. Merci beaucoup, donc Rohan, Emmanuel et puis Guillaume pour tous ces éléments qui sont plus qu'une mise en bouche de ce séminaire, qui était vraiment une première partie en fait, et qui j'espère vous aura donné envie de participer aussi l'année prochaine. Ce qu'on vous propose maintenant, l'équipe organisatrice s'est dit, quitte à organiser un webinaire, autant essayer de faire quand même participer au maximum les spectateurs. Et donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est un atelier collaboratif sur Klaxoon.
Donc, pour ceux qui connaissent, voilà, je vous donne rendez-vous directement sur Klaxoon. Ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez vous connecter directement via votre PC, votre téléphone, votre tablette. Donc, il n'y a pas de compte à créer normalement. Vous tapez juste klaxoon.fr et vous rentrez le code que je vous ai indiqué, que vous voyez à l'écran, le UYNNHBN. Voilà, il y a une première question qui va juste nous permettre de savoir quel est un peu le profil des personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui. Donc, je vous laisse répondre à cette question. Donc, il y a une seule question. Voilà, je vois que ça commence à arriver. Il y a 16 personnes connectées. Donc, n'hésitez pas à participer. L'idée, c'est que cet atelier collaboratif va nous permettre de partager ce que sont pour vous les principaux enjeux de la data pour la filière. Et tous ces éléments-là vont pouvoir nous nourrir toutes les personnes qui ont préparé ce webinaire aujourd'hui pour préparer le séminaire de l'année prochaine. Donc, tous les enjeux qu'on va partager, tous les éléments clés serviront et seront proposés, étudiés, analysés lors de ce futur séminaire. Voilà, donc je vois que ça commence à arriver pas mal. On a 34 personnes connectées. N'hésitez pas. C'est le moment de partager vos questions, vos enjeux, vos priorités. Voilà, je vais laisser encore quelques minutes pour la première question, puis on va passer à la suivante et on va passer à la partie surtout partage d'idées, partage des enjeux. Voilà, je laisse encore 2-3 minutes. Le temps d'arriver. Donc, klaxoon.fr et donc le code qui s'affiche. Allez, 30 secondes pour ceux qui n'ont pas encore répondu. Et puis, on passe à la suite. Ça fait 20. Ça fait 10. Allez, on y va. Je vois pas de nouvelles personnes qui arrivent. Hop. Voilà, on va pouvoir passer à la suite. Peut-être Christine, tu vas pouvoir nous expliquer ce qui va se passer. Vous allez arriver, je vais vous lancer l'activité suivante pendant que Christine va vous expliquer ce qui va se passer. Voilà, vous allez arriver sur un tableau comme ça où vous pourrez proposer une nouvelle idée avec le plus en bas de page ou en bas d'écran qui va vous permettre d'ouvrir un post-it. Et puis de façon classique, vous allez pouvoir proposer une nouvelle idée, un nouvel enjeu clé pour vous de la filière agri-agro. Donc une idée par post-it si possible, et puis les classer dans différentes thématiques. Dont Christine va vous parler. Vous avez un petit zoom sur la droite si besoin pour zoomer ou dézoomer. Et puis à la fin, on vous demandera aussi de changer de vue sur la droite. Là, donc vous avez l'option tout en bas à droite. Mais on verra ça tout à l'heure. Voilà, Christine, je te laisse la parole pour présenter les différentes thématiques. Merci Arnaud. Voilà, différentes thématiques, hein, parce que comme on l'a vu dans les interventions précédentes, que ce soit de la part de Guillaume ou que ce soit de la part de Juan ou Emmanuel, on voit bien que si la technologie, hein, si la science, si la data science, si l'intelligence artificielle peuvent aider, en fait, un projet data, pour que ça prenne vraiment corps, il faut qu'il y ait une vision, et une vision qui soit métier. Et il faut les mettre donc en regard d'enjeux métiers. Donc, on a mis 4 chapitres, en fait, pour que vous puissiez classer vos idées en termes d'enjeux métiers, qui sont, pour le premier, nourrir mieux et plus. Donc, là-dedans, vous pouvez classer, en fait, tout ce qui est de l'ordre du développement de l'offre, de l'ordre de l'innovation produit, de l'ordre des services, les services associés. On voit bien qu'on arrive dans une économie du serviciel, hein, et l'industrie agroalimentaire est de plein fouet touchée par ça. Hein. On voit des initiatives d'ailleurs qui se sont créées pendant cette crise sanitaire. Hein. Heineken, par exemple, vis-à-vis de la RHD, qui a proposé finalement à la RHD de travailler avec eux, de coopérer, de manière à les aider à dématérialiser leurs cartes,
des tas d'initiatives qui commencent à se produire. C'est également accélérer la mise en marché, c'est conquérir de nouveaux marchés. Donc, sur ce premier axe, nourrir mieux et plus, vous pouvez déposer vos idées concrètes qui pourraient servir ce type d'enjeu. Donc, on vous laisse y aller. Et ensuite, on passera sur le deuxième axe. Donc, on vous laisse quelques minutes. Arnaud. Oui, donc n'hésitez pas, il y a déjà idée 1, vous voyez en vert. N'hésitez pas à cliquer sur le plus et donc proposer d'autres enjeux qui vous paraissent essentiels sur cette thématique. L'idée ensuite, une fois que les enjeux seront posés, c'est de sélectionner les enjeux qui vous paraissent les plus marquants. Donc, n'hésitez pas à la profusion d'idées. C'est la première qui est la plus dure à mettre. Alors, je ne sais pas si quelqu'un… Voilà, super, merci. Merci, merci. Je vais pouvoir supprimer celle-ci. Comment influer sur les fournisseurs internationaux hors Europe? Voilà, moi je vais ranger au fur et à mesure. Voilà, je vois 41 personnes connectées. Si vous avez des questions ou des problèmes, n'hésitez pas à écrire dans le chat ou dans le module converser. Alors, on va se laisser 4-5 minutes pour démarrer là sur cette thématique. Donc, voilà, le groupe de travail avait identifié quelques enjeux au niveau de développement de l'offre, de l'innovation produit. Si vous avez des enjeux spécifiques qui touchent ces questions-là, n'hésitez pas à les partager. C'est le moment. Oui. Et puis, on s'en servira encore une fois pour construire le programme du futur séminaire en fonction des enjeux les plus importants pour vous. Et si parmi les quelques suggestions qui sont mises sur cette page, si certains vous paraissent prioritaires au regard de ce que vous connaissez de votre entreprise ou du tissu économique avec lequel vous êtes en relation, mettez tout simplement peut-être l'idée clé qui est déjà présente sur cette slide. Alors, il n'y a pas beaucoup d'inspiration. Alors, peut-être si… voilà, une autre idée. Voilà, n'hésitez pas à les ranger. Alors, effectivement, on va passer thématique par thématique ensuite, mais si vous voulez déjà compléter les autres, il n'y a pas de problème. On peut peut-être avancer et puis peut-être que les sujets vont arriver au fur et à mesure. Hein, Christine, je ne sais pas ce que tu en penses. Tu peux voilà, peut-être nous présenter la deuxième thématique qui avait été identifiée. La deuxième thématique est de l'ordre de l'efficacité opérationnelle. Donc là, ce sont tous les sujets qui sont autour de la productivité, tel qu'on a pu le voir dans l'exemple présenté par Juan et puis Emmanuel. C'était une illustration pour une part de la productivité. C'est la question de la qualité de la donnée. C'est un prérequis indispensable pour pouvoir valoriser ensuite. C'est la sécurisation alimentaire, c'est la maintenance des outils opérationnels, par de la prédiction par exemple, c'est de l'optimisation sur la chaîne supply chain, qui peut se traduire par de la robotisation. Donc ça, ce sont souvent des enjeux qui sont les plus… comment dire, les plus manifestes, en tout cas, dans des projets de data. Ils sont plus immédiats, peut-être. Donc, ce que je te propose, Christine, c'est de les remettre, peut-être. Comme ça, quand on va voter, les personnes pourront peut-être qu'en fait, tout est là, tout a été dit, et donc il n'y a pas forcément d'autres idées qui ressortent. Et donc, quand on va voter, on pourra peut-être…
Absolument. C'est une bonne idée. Mais ça y est, les idées commencent à arriver. Il y a certainement sur ce sujet-là plus de maturité. En tout cas, moi, en tant que conseil dans les entreprises, sur les sujets de data produits, souvent, cet axe, hein, efficacité opérationnelle, est beaucoup plus mature, en fait. Voilà. On va peut-être passer au thème suivant. Et Voilà. vous pouvez compléter hein, si d'autres idées. Voilà, parfait. Je vois que quelqu'un vient de le faire. Merci beaucoup. Donc, partie 3, partie RSE. Alors, troisième axe, la RSE. Donc là, on est plutôt dans l'ordre de l'impact environnemental, hein, l'impact carbone, par exemple. La question du bien-être, le bien-être animal. Le fait d'avoir de la data qui nous permettent de cibler ou d'identifier plus le local, le cas de la santé, et sans oublier aussi le bien-être interne de l'entreprise, l'expérience collaborateur. Donc tout ça, c'est voilà, lié au fait de pouvoir croiser des données entre différents, par exemple, partenaires, d'avoir des sources décisionnelles et décloisonner surtout la connaissance. Voilà, super, voilà, les idées commencent à arriver. Normal, C'est toujours difficile au départ, voilà. C'est toujours difficile au départ, et puis c'est super, ça commence à... On passe à la 4e partie. Tout à fait. Allez, l'information consommateur. Alors, l'information consommateur, hein, on en a beaucoup parlé, notamment dans l'intervention de Guillaume. Hein. Le consommateur se retrouve désormais au centre, hein, et non seulement au centre d'un des acteurs de la filière, hein, qui en particulier était la distribution. Maintenant, on voit bien que le consommateur doit être pris en compte sur l'intégralité de cette filière, de manière à répondre à certains enjeux. Donc, on a mis quelques idées, là encore, hein, que Arnaud, tu vas pouvoir remettre dans le claquement. Je suis en train de le faire. Le regain de confiance, il y a des études hein, qui démontrent qu'aujourd'hui, hein, le consommateur a besoin de confiance dans les marques. La confiance s'est beaucoup dégradée ces dernières années, d'où le terme de regain. La maîtrise de la marque, hein, l'information augmentée, hein, beaucoup plus riche avec des extensions qui peuvent aller jusqu'au commerce vocal, par exemple. Donc aujourd'hui, la data là-dessus, elle peut, si elle est partagée, hein, elle peut répondre à une question d'omnicanalité, avoir une information unique, ce qui n'est pas aujourd'hui complètement acquis. Je vais juste repasser sur la première pour compléter avec les idées qui étaient déjà, et je reviens tout de suite. Bon, ben voilà, on va avoir un beau petit mur de post-it. Hop. Voilà. C'est fait. Conquête de nouveaux marchés, voilà. Et donc, on a fini le 4. Et dans le 5e thème, bah, c'était un peu autre, divers, si vous avez d'autres idées. Voilà, le fait de classer parfois est un peu délicat. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons ouvert quelque chose de supplémentaire. Voilà, on commence à avoir pas mal d'idées. Je vous propose de laisser encore 2-3 minutes si vous avez encore des idées pour ce que sont pour vous les enjeux clés donc, de la data pour la filière agri-agro.
Voilà, ça se complète bien. C'est top. Et puis, donc, on se laisse 2 minutes pour compléter. Et puis ensuite, on va vous proposer de voter pour chacune de ces catégories. Choisir, on va dire, allez, deux enjeux, les 2 enjeux clés pour vous sur chacune des catégories. Ça va nous permettre de prioriser et de classer ce que sont pour vous les enjeux les plus importants. Alors, on va se laisser 2 minutes et je pense qu'on va tenir dans le timing. On va finir à midi pile. Ça va être parfait. Parce qu'à force de parler, de manger depuis ce matin, je pense que tout le monde commence à avoir faim. Allez, encore une petite minute. N'hésitez pas à mettre vos idées. Et puis, bon, de toute façon, si d'autres choses, d'autres idées vous viennent ultérieurement, il ne faudra pas hésiter à prendre contact avec nous. Voilà, je vous invite déjà, pour ceux qui le souhaitent, à voter. Donc, le plus simple, c'est encore d'aller en bas à droite du tableau. Vous avez des options. Vous avez l'option Vue. Et si vous passez en Vue par liste, vous pouvez, une fois que vous êtes arrivé là, grouper en haut à droite par couleur. Je vous propose de grouper par couleur et donc vous aurez pour chaque catégorie les différentes idées qui ont été proposées. Et donc, vous avez la possibilité de voter. Alors, le mieux, c'est effectivement, si vous pouvez choisir les deux enjeux ou 3 maximum par catégorie. Ça serait parfait pour donner une certaine hiérarchie à ce qui vous semble le plus important. Voilà, je vois des premiers votes arriver. On va se laisser pareil 2-3 minutes. 2-3 minutes pour voter. Voilà, il y a quelques votes, mais je pense que tout le monde n'a pas voté, loin de là. La liste est longue. La liste est longue, voilà. Il faut le temps de passer chaque catégorie. Il y a quand même au final pas mal d'idées qui ressortent. Alors, voilà, il y a une hiérarchie claire qui se dégage pour la dernière catégorie. Pour l'information consommateur aussi, on en a une qui se dégage bien, les données libres. Sur la partie RSE, on a pas mal de votes pour la sobriété numérique, un numérique plus responsable. Les référentiels de numérique responsable pour la blockchain. Et puis l'optimisation des process pour préserver la planète. Par exemple, les transports. Voilà, ça vote, ça y est, ça vote pas mal. Super. Sur l'efficacité opérationnelle, on a en tête comment appliquer les métiers dans la démarche data et IA, qui ressort en tête devant bien connaître l'état d'une unité de production. Voilà, donc là, il y a pas mal de votes. Et puis, première partie aussi, c'est nourrir mieux et plus. Donc là, ce qui ressort, quelle qualification du mieux nourrir? Yuka semble bien seul en France. Comment aller vers du digital? Quels usages pour moi? Feuille de route. Allez, une dernière, je vous laisse aller 1 minute pour conclure, ceux qui n'auraient pas encore voté. Et on aura déjà pas mal d'éléments très intéressants. Oui, qui semble aller un peu dans le sens de ce qu'on avait prévu dans le cadre de la construction du séminaire, mais qui apporte quand même d'autres angles
Donc, effectivement, qui vont peut-être nous faire modifier notre orientation de séminaire. C'est intéressant. Allez, 20 secondes. Les derniers votants. Et puis, on va passer à la conclusion. Alors, je vous propose de rester sur Klaxoon, sur ce code-là. L'activité suivante, c'est on va vous demander d'évaluer le webinaire que vous venez de suivre. Voilà, tout en écoutant Christine faire sa conclusion. Donc voilà, je vais clôturer cette activité et puis je vais lancer la suivante. Ok, donc je peux y aller, Arnaud, hein, c'est ce que tu m'indiques là. Tout à fait. Ouais, ok. Donc en conclusion, bien écoutez, merci à tous de cette participation. Quelques idées clés majeures qui ont été soulevées aujourd'hui, hein, c'est que nous sommes face à quelque part un changement de paradigme. La data, les technologies, la science, croisées avec de nouvelles attentes de consommateurs, nous amènent à reposer un peu les bases de construction de nos business. Et quand on est sur des enjeux business, on a insisté sur plusieurs thèmes. Hein. C'est un pilotage par le métier. C'est le fait de mettre le consommateur au centre et plus seulement dans le camp en fait, des distributeurs. Hein. Moi qui ai travaillé de longues années chez les distributeurs, je vois que maintenant le consommateur, il doit être aussi bien considéré, autant considéré chez les industriels ou dans la grille. Hein, et c'est vraiment ce partage de la connaissance qui va être gagnant-gagnant pour toute la chaîne. Le troisième élément, c'est le fait de collaborer, de co-construire, je pense, qui a été soulevé aujourd'hui. Et puis valoriser, hein, c'est connaître ses ressources, c'est connaître ses ressources data et c'est maîtriser également la qualité des données pour pouvoir les valoriser à bon escient. Donc voilà ce que j'ai pu synthétiser autour des grandes thématiques qui ont été abordées aujourd'hui, intro de Guillaume et puis retour d'expérience de Juan et Emmanuel. Et merci à tous. Merci Christine. Et rendez-vous. Et rendez-vous premier semestre 2021. En tout cas, on croise les doigts. On vous propose évidemment de suivre l'actualité d'ADN West, donc soit aller régulièrement sur le site d'ADN et éventuellement de vous inscrire aux newsletters pour ne pas manquer la date de ce séminaire, donc qui va suivre ce qu'on a vu aujourd'hui. En attendant, alors c'est un peu flou, non? Ouais, ça passe pas très bien, mais on a encore pas mal d'événements d'ici la fin d'année. Évidemment tous en ligne, mais donc la plupart, ou en tout cas certains, sont ouverts aux non-adhérents d'ailleurs, notamment celui de jeudi sur les stratégies de développement numérique pour les entreprises en 2021. Voilà, je ne vous les cite pas tous, vous les avez à l'écran, donc n'hésitez pas à aller sur le site d'ADN West pour voir le programme et puis vous inscrire. Voilà, vous avez le klaxon en cours. Je vous remercie et surtout toute l'équipe, peut-être qui peut remettre la vidéo là, chacun, pour qu'on vous voit et puis qu'on fasse la conclusion. Merci beaucoup à tous et on vous invite et on vous demande vraiment de répondre à l'évaluation de ce webinaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, pardon. C'est vraiment très important, ça nous aide à nous améliorer et puis surtout à préparer aussi le prochain de la meilleure des manières. Voilà, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train de répondre. Merci beaucoup. En fait, il nous reste à vous souhaiter un bon appétit et puis surtout de joyeuses fêtes. Portez-vous bien, faites attention à vous et je vais peut-être laisser un petit mot de la fin à toutes les personnes qui ont préparé ce webinaire. Merci à tous. Merci Arnaud, en tout cas, pour l'organisation. Avec plaisir. Et ça s'est bien déroulé dans le timing, bravo. Ah, Yann, on ne t'entend pas. Tu n'as pas mis ton micro. Je disais Blavezmad pour ceux qui sont à l'ouest.
Merci beaucoup, Rohan et Emmanuel, pour votre témoignage. Eh bien, Avec merci à plaisir. tous. Et merci Merci à Guillaume tous. aussi. Et de rien. Un grand merci. Et puis à tous les organisateurs là, qu'on a présentés au début de cette présentation. Voilà, vous Juste allez retrouver. un mot pour dire à peu près quand aurait lieu le recall, la prochaine. Alors, ça ne dépend pas que de nous, évidemment. Probablement, alors on espère vraiment au premier semestre 2021, donc probablement au printemps, hein, c'est plus raisonnable. On va attendre de voir comment ça évolue. Et puis, voilà, on sera au grand air, on en profitera. Et puis, on avait déjà prévu un programme très riche, on va l'enrichir encore plus. Et voilà, ça sera la bonne continuation de ce qu'on a vécu aujourd'hui. Et en attendant, il y a eu quelques questions là-dessus, mais vous pourrez retrouver l'enregistrement de ce webinaire en ligne sur le site d'ADN West dans les prochaines heures, prochains jours. Et l'idée, c'était vraiment de le faire en présentiel pour être en mesure de faire des ateliers collaboratifs. Il y a des questions qui ont été posées dans le mur Klaxoon. Il y a des idées qui vont pouvoir trouver réponse justement dans des ateliers collaboratifs. Voilà, on pourra croiser des points de vue. Donc, espérons que le présentiel pourra être possible. Bien sûr. Et on en profitera pour mettre un petit peu d'enjoy pour continuer à faire plein de choses très sérieuses, mais sans trop se prendre au sérieux. Ah, Frédéric, j'avais peur que tu ne nous en parles pas. Le mode webinaire s'y prête un peu moins quand même, mais bon. C'est moins fun. Voilà, donc on aura plaisir à tous se retrouver effectivement en présence et dans beaucoup de convivialité. On a hâte. Et l'esprit d'ADN, c'est pour ça. Important. Voilà. Très bonne journée à tous et à toutes. Okay. Et à très bientôt. Bonne journée à tous. ADN. Au revoir. Au revoir, au plaisir. Bonne journée.